On va passer à travers aujourd'hui un survol de la loi 25. Puis, on va présenter un peu qu'est-ce qu'on fait comme projet d'automatisation. On a commencé à automatiser toute la gestion éthique des données personnelles depuis 2018 avec des professeurs et chercheurs en cybersécurité de l'UQAC et de l'UQO. Je vais vous les présenter. Puis, on va vous présenter un peu le projet d'automatisation de la loi sur notre plateforme. Donc, c'est vraiment une plateforme Bicity Plus qui a été conçue vraiment en mode privacy by design. Donc, on a conçu la plateforme pour qu'elle puisse gérer de manière éthique la donnée. Donc, on va vous montrer comment elle a été conçue et vers où elle s'en va, puis comment elle permet d'automatiser la loi 25. Et on va vous présenter un projet de recherche pour lequel on a eu une subvention assez importante du gouvernement du Québec et on a breveté ce concept-là qui permet la traçabilité, qui est un des éléments de la loi qui va apparaître en 2024. N'hésitez pas à poser des questions durant la présentation au fur et à mesure. Là, on aime beaucoup l'interaction, ou sinon, je vais vous laisser des moments pour poser des questions. Donc, si on commence, les personnes qui sont impliquées dans notre équipe innovation, il y a Hugo Langlais qui est étudiant en maîtrise en informatique, mais aussi en cybersécurité avec Sylvain Allais de l'Université de l'UQAC. Et il fait partie de notre équipe innovation. Moi, j'ai une maîtrise en droit et j'ai fondé 4 compagnies en innovation numérique. Bicity, c'est ma dernière compagnie que je lance. Je l'ai conçue parce qu'on voulait intégrer le big data, aussi l'intelligence artificielle, puis je voulais m'assurer que cette technologie-là respecterait les droits à la vie privée. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu ce qui sous-tend l'intention d'avoir fondé Bicity. Rapidement, en 2018, on s'est associé à Sylvain Allais, qui est PhD professeur titulaire de l'Université du Québec à Chicoutimi et aussi en charge de la chaire de recherche du Canada en spécification, test et vérification de systèmes informatiques. On travaille également avec Raphaël, depuis Raphaël Coury, professeur agrégé de l'Université du Québec en Outaouais. Il est aussi l'auteur de la sécurité logicielle sur une approche défensive. Nous avons fait avec eux en 2018 un lab numérique qui portait sur l'intégration de la blockchain. Et puis, on a fait ensemble un dépôt de brevet, vous allez le voir un peu plus tard, en 2022. Donc, si on commence le pourquoi de la loi, nous, on s'est inspiré en 2018 du GDPR, qui est la loi qui a inspiré la loi 25. Donc, on savait que le GDPR a été implanté en Europe, donc sur la protection des données privées. C'est assez sévère et c'était implanté en Europe, mais tout le monde savait que ça s'en venait en Amérique du Nord. Le Québec a fait figure d'innovation dans le sens que ça a été la première province au Québec à lancer une loi équivalente. Donc, pourquoi c'est arrivé? Ben, c'est que il y a le coût des vols de données pour les villes ou les organisations, c'est au-dessus de, c'est assez dispendieux. Si on regarde ce qui est arrivé avec Desjardins, Desjardins, c'était un employé qui avait accès à des données privées, qui faisait des enregistrements des données privées pour les revendre en échange de cartes Saint-Hubert. Ce scandale-là, ça a coûté 200 millions à Desjardins. C'est un règlement à l'amiable et puis ça exclut tous les frais d'opération, de relations publiques, de gestion de crise. Si on regarde Facebook qui a diffusé par mégarde des données privées sur le réseau public, il y a eu un règlement privé de 725 millions. Ça leur a coûté. Encore là, ça exclut les frais d'opération, les frais de relations publiques pour rester la tête au-dessus de l'eau. Mais des données aussi que IBM a divulguées récemment sur une enquête avec 500 organisations, c'est que les organisations qui ont été consultées, il y a 86 des organisations ont au moins été victimes une fois de vol de données avec un coût de 4,35 millions. C'est le coût moyen du vol de données qui est associé au vol de données. Puis, les attaques ransomware, les attaques de pirates, vous êtes au courant aussi qu'il y a eu des villes au Québec qui ont été victimes de pirates. C'est un coût de 4,5 millions. Le coût
qui est associé à une attaque de pirates. Et ça exclut la rançon. Donc ça, c'est du côté des villes, le coût de ne pas protéger les données, c'est assez élevé, c'est pour ça. Mais du côté citoyen, il y a quand même 25 des citoyens qui ne sont pas au courant qu'il y a des informations qui laissent des footprints, là, qui donnent de l'information sans le savoir. Puis quand même 14 qui ne savent pas qu'on laisse de l'information privée, là, on laisse des traces là, sur le site web. Donc, souvent, les citoyens ne sont même pas au courant qu'on collecte des informations. Puis souvent, les organisations, moins les villes, mais beaucoup d'organisations collectent de l'information sans en avoir réellement besoin, mais ils la collectent parce qu'en se disant, ah, peut-être qu'un jour, on va avoir besoin de ce données-là. Donc, ça pourrait peut-être avoir de la valeur plus tard. Donc, la loi vient vraiment répondre à cette problématique-là qui va continuer à s'accentuer, surtout avec l'arrivée du big data puis des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Notre objectif à nous, c'était de se dire, OK, on veut utiliser l'intelligence artificielle tout en gérant de manière éthique la donnée. Donc, ça a toujours été le point de vue de la conception de notre technologie. Si on regarde les villes maintenant, nous, ça fait depuis 2016 qu'on œuvre dans le milieu des villes. Donc, on voit que souvent les villes, plusieurs administrateurs des villes collectent de l'information sans le savoir. C'est de l'information qui a de la valeur. Si je regarde l'écocentre, c'est pas géré par les villes, c'est souvent géré par les MRC, mais ils utilisent le compte de taxes qui est généré par la ville. Et souvent, quand on arrive à l'écocentre, on va devoir présenter le compte de taxes plus une carte de permis de conduire. Et juste la carte de permis de conduire, ça a une valeur sur le marché d'au-dessus de 400 $ par information. Donc, qu'est-ce qui nous dit que l'administrateur à l'entrée ne prend pas une photo du permis de conduire qui pourrait la revendre? Donc, c'est des risques auxquels les villes vont être de plus en plus soumises. Là. Donc, ça va exiger de plus en plus de contrôle, mais c'est quand même assez difficile de contrôler l'ensemble des gens qui peuvent collecter de l'information. J'ai vu aussi dans les villes où il y a des étudiants l'été qui vont demander des informations privées sur la carte de permis de conduire, encore de l'information, un compte de Hydro-Québec pour la mise à l'eau d'un bateau ou l'accès à un sentier. Donc, on sous-estime le nombre de personnes dans la ville qui accèdent à de l'information privée. Et même la carte numérique plastifiée, souvent dans la ville, ce qu'on voyait, c'est même nous, quand on a commencé à numériser la carte citoyenne, les villes nous demandaient de mettre le nom, le prénom et aussi la date de naissance. Mais juste ces trois informations-là peuvent permettre de recréer un numéro d'assurance sociale. Donc, ce numéro d'assurance sociale-là a, encore une fois, beaucoup de valeur sur le marché. Donc, on sous-estime, même au niveau de la ville, l'ensemble des informations. En même temps, la ville a, au cours des millénaires, là, le dernier millénaire au moins, vraiment créé cette entité de confiance. Elle est devenue l'entité de confiance. On sait que la ville ne ferait pas de manière volontaire un usage malveillant de ces données, des données citoyennes. Donc, c'est vraiment un agent de confiance. Puis c'est pour ça que nous, on s'est placé du côté de la ville, comme représentant de la ville au niveau de la technologie, parce qu'on voulait s'associer, même si c'est le chemin le plus difficile, on voulait s'assurer que la perception serait que la technologie de B-City serait utilisée de manière bienveillante en tout temps. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est recueillies, on le sous-estime. La loi 25 est entrée en vigueur le 22 septembre 2022. Et je vais faire vraiment juste un survol. On pourrait passer beaucoup d'heures si on y allait dans le détail, là, mais ce qui est important, c'est que la loi, ce qu'elle dit, en gros, c'est qu'on doit nommer des officiers. Donc, la ville doit avoir un officier en charge de la documentation. Je vais les nommer plus tard, mais elle doit nommer des officiers. Elle doit énoncer les droits, les nouveaux droits. Donc, dans ses politiques, elle doit énoncer des nouveaux droits. Elle doit mettre en évidence le consentement, puis elle doit donner la possibilité de retirer le consentement. Elle doit avoir un processus de traitement des droits, donc des plaintes, puis elle doit avoir un registre pour consulter, pour que les citoyens puissent consulter ces données et qui l'a utilisé, est-ce qu'ils l'ont utilisé avec le droit qui avait été, avec l'autorisation du citoyen. Il y a l'anonymisation. Le volet anonymisation est un peu
est un peu confus en ce moment. Il va être clarifié en 2024 avec le règlement. On attend un peu le règlement pour le clarifier. Mais on s'entend que l'anonymisation, nous, on l'a déjà commencé à le traiter. On sait vers où ça s'en va. Donc, si on regarde la nomination des officiers, il faut avoir un responsable de l'accès aux données, qui est un employé de la ville. Il doit avoir un responsable de la protection des renseignements personnels, encore une fois. Et la ville doit aussi créer un comité qui va comprendre les deux premiers postes, donc le responsable de l'accès aux documents et le responsable de la protection des renseignements personnels. Et elle doit aussi intégrer dans ce comité-là d'autres personnes qui peuvent contribuer à l'implantation, au succès de l'implantation de la loi, soit des gens en gestion documentaire, soit des gens en cybersécurité, etc. Donc, si on regarde la publication des règles gouvernementales, on doit émettre une politique, des directives ou un guide. Donc ça, si vous n'avez pas de système informatique, ça doit être fait manuellement, donc ça doit être communiqué. On doit nommer les deux officiers plus le comité. On doit aussi avoir un processus de traitement des plaintes qui est clair et qui est communiqué. On doit avoir des activités de formation, de sensibilisation. Donc, si vous avez des étudiants l'été qui demandent le permis de conduire et le compte de taxes pour s'assurer que la personne qui met son bateau à l'eau est bien un résident et existe vraiment, donc c'est bien la bonne personne. La personne doit être formée pour énumérer les droits auprès du citoyen et s'assurer que le citoyen comprend ses droits et qu'il doit dire au citoyen je consens. Donc, ça, c'est un peu la théorie opérationnelle. Là, donc, c'est vraiment ce qu'il faut former l'ensemble des gens qui vont accéder qui doivent accéder à de l'information. On doit avoir des mesures de protection lors de sondages. D'anonymisation, encore là. Puis si vous avez des systèmes informatiques, vous avez des sites web, bien, vous devez publier des politiques numériques nécessaires. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre à jour vos politiques, ou les conditions d'usage ou les politiques sur la vie privée. Et à l'intérieur de cette politique-là, nommer ces gens-là. Il y a l'article 63.5 qui dit que si vous concevez un système, si vous avez l'intention de mettre en place un système informatique, vous devez évaluer les risques si vous demandez de l'information privée. Il y a l'article 65.0.1 qui dit que si vous faites du profilage, soit de la géolocalisation, si vous captez des informations d'identité, vous devez les mettre en évidence puis permettre aux gens de désactiver ces fonctions-là. Si vous demandez de l'information privée à un enfant de moins de 14 ans, cet enfant-là, on doit avoir l'autorisation parentale sauf si le bénéfice est clairement identifié que c'est au bénéfice de l'enfant. Donc, un cas d'incident de confidentialité tel que spécifié dans la loi 25, vous devez s'il y a un incident de confidentialité, vous devez aviser la commission d'accès à l'information. Vous devez aussi prendre les mesures pour diminuer les risques que ça se reproduise et réduire les risques de préjudice à ce moment-là, mais aussi mettre en place les mécanismes qui vont permettre d'éviter que ça se reproduise. Vous devez aussi tenir un registre des incidents de confidentialité. Donc, les incidents de confidentialité, un incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé aux données privées. Ça peut être l'utilisation des données privées non autorisées, la communication, la diffusion d'une information privée non autorisée ou la perte d'un renseignement personnel. C'est bon. Donc, pour la mise en œuvre, c'est sûr que c'est un processus en continu. La technologie, toujours dit, c'est au service de l'être humain, mais c'est aussi comme une plante, hein, il faut lui donner beaucoup d'amour, puis on grossit. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut constamment la réviser, puis s'assurer que ça va évoluer dans le bon sens. Donc, il faut déjà faire une cartographie, donc s'assurer qu'on part de où aujourd'hui,
quelles sont les informations que vous demandez, qui les demande et dans quel but. Si les buts, c'est souvent l'occasion de faire un peu le ménage de ce qu'on fait puis ce qu'on demande, parce que des fois, on s'est rendu compte quand on faisait la cartographie que des fois, on demande des informations privées sans trop savoir pourquoi on en a vraiment besoin. Donc, c'est la bonne occasion pour dire, bon, si on ne sait pas pourquoi, on va mettre ces informations-là de côté et cesser de les demander. Mais donc c'est vraiment une cartographie. Ça permet de prendre le temps de dire qui sont nos agents à l'intérieur de la ville qui demandent de l'information privée, où cette information-là est stockée, pour quelles raisons on la demande, etc. Donc, ça, c'est vraiment un bon point de départ. Ça permet ensuite de voir avec la cartographie, d'évaluer un peu les facteurs de risque. Donc, en regardant un peu qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qui est plus risqué, on va pouvoir mieux contrôler ces risques-là. Il faut aussi rapidement nommer les 2 officiers plus le comité, informer le comité d'accès à l'information. Il faut réviser les politiques et procédures en fonction de la cartographie. C'est vraiment la cartographie qui nous aide à réviser les conditions d'usage de l'information et la politique. Donc, on va regarder d'où on part aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Il y a le registre de consultation. Ça, c'est un peu plus complexe. Le registre, la loi va passer, toute l'information sur ce registre-là va sortir en 2024, mais on se prépare déjà pour ça. C'est là que notre innovation vient surtout toucher, c'est toute la question de traçabilité. Donc, comment automatiser ce registre-là, puis la traçabilité, qui consulte ce registre. Et il faut faciliter, faire vraiment un document qui permet d'avoir des questions et réponses pour les citoyens, donc de pouvoir informer le plus souvent possible les citoyens sur les questions qu'ils pourraient avoir en avance et avoir des réponses pour eux. Donc, vous voyez que la loi 25, c'est un gros, c'est un gros élément. Les organisations ont beaucoup mais ça complique un peu la vie des villes. En fait, beaucoup la vie des villes. Le CIFRIO a publié récemment que 86% des organisations au Québec n'étaient même pas au courant de la loi 25. Ça touche autant les organisations que les villes, mais ça va impliquer un gros travail interne, un gros travail théorique à l'interne, mais notre vision à nous, c'est de dire qu'il faut passer de la théorie à la pratique. Mais si on met au niveau opérationnel la loi en place, ça exige d'avoir de la formation auprès des employés, tous ceux qui collectent l'information, s'assurer qu'on sait qui collecte l'information, pourquoi. C'est de la gestion supplémentaire, c'est des systèmes d'information en place qui doivent être mis. Il y a des systèmes qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il y a aussi une justification. Les justifications sont sensibles, donc on doit encore mieux former, puis on doit penser à une façon de la traçabilité, comment on va tracer cette information-là. Donc, c'est un gros crunch pour toutes les organisations mondiales de mettre en place une loi comme ça. Donc, nous, ce qu'on a fait depuis 2018, donc on a vraiment créé Bisty, qui est une plateforme qui automatise le service aux citoyens. Ça a été conçu aussi pour gérer de manière éthique la donnée. Donc, on voulait s'assurer qu'on utiliserait le big data puis qu'on utiliserait l'AI de manière à supporter les décisions des villes dans un monde qui se complexifie de plus en plus avec des catastrophes naturelles, des pandémies. Donc, on s'est dit, c'est sûr que la technologie peut aider les villes, mais il faut le faire de manière éthique parce qu'effectivement, on va avoir accès à beaucoup d'informations. Bisty a conçu vraiment toute la plateforme autour de la carte numérique, mais la carte numérique est intimement liée au dossier citoyen. Puis le dossier citoyen, c'est essentiellement l'ensemble des données privées du citoyen. Ce qu'on a fait depuis 2018 en travaillant avec 2 universités, les experts en cybersécurité, c'est qu'on a regardé un peu la technologie blockchain pour voir comment elle pouvait nous aider à créer un registre du citoyen qui soit vraiment très solide. La blockchain, c'est un peu comme un registre du notaire. Donc, ça permet de mettre dans le registre du notaire l'ensemble des transactions qui ont lieu. Donc, si le citoyen dit, moi, je donne ma date de naissance parce que je veux m'inscrire à un cours de natation pour le groupe d'âge entre tel âge et tel âge, ça permet d'émettre une badge qui va dire, bien, effectivement, le citoyen a donné cette information-là pour cette action spécifique-là.
Et puis, si le citoyen veut voir est-ce que sa date de naissance a été spécifiquement utilisée pour ça, bien, vous allez pouvoir le voir dans le registre du notaire. Donc, on va l'expliquer un petit peu plus, mais c'est ça l'innovation qu'on a créée depuis 2018, qui a été brevetée depuis l'année passée. Donc, ce qu'on a fait depuis 2018, on a fait l'idéation, on a fait un lab numérique avec plusieurs villes du Québec qui avaient été impliquées. On a regardé l'ensemble des données du GDPR, qui est vraiment le parrain là, de la loi 25. Donc, on s'est basé sur le GDPR, qui est la loi implantée en Europe. Et puis, on a conçu, on a conçu notre produit pour qu'il soit capable d'automatiser la gestion éthique des données. En 2021, on a fait le premier prototype avec l'UQAC pour valider l'idéation. Ça a bien fonctionné. Et ensuite, on a déposé un brevet où on est BCT copropriétaire avec Axelis. Axelis, c'est le représentant du gouvernement qui représente les deux chercheurs, là, fait les chercheurs des deux universités. Et donc, on est copropriétaire, on a ce brevet-là. Puis, suite à ça, il y a 2 mois, le gouvernement nous a donné une grosse subvention pour l'industrialisation de ce projet-là, dont on va vous parler, parce qu'on veut réserver cette subvention-là pour permettre aux villes de participer au lancement de l'innovation dès la mi-janvier. Donc, ça permet aux villes qui vont participer d'avoir un privilège là, sur le lancement de cette technologie. Donc, depuis 2023-2024, on met en place tous les mécanismes de communication qui s'intègrent et qui s'automatisent. Donc, le but d'automatiser la loi 25, c'est de dire on enlève le gros fardeau à la ville de mettre des processus théoriques en place qui risquent d'être très ardus à suivre et à faire respecter et qui vont être très coûteux, ça va être très coûteux, ça va ralentir l'efficacité de la ville, alors qu'on est dans un moment où la ville manque de ressources, il doit plutôt aller dans un sens de gain d'efficacité. Donc, on lit la loi 25, on l'automatise avec la carte numérique. Comme la carte numérique est liée au dossier citoyen, on s'assure de simplifier le partage de l'information. On va limiter le nombre d'accès des agents municipaux et aussi des employés de BCT qui accèdent à cette information, non l'information nominale ou les données privées. Ça fait en sorte que ça minimise les risques de la ville. Donc, pour y avoir des coûts réduits d'assurance, on va commencer à regarder ça. Il y a l'accès multiple aux villes, aux services. Donc, ça permet de limiter l'accès à l'information tout en permettant aux citoyens de multiplier l'accès aux services de manière sécurisée, de manière et en ligne sur le respect de la loi 25. Et on s'assure d'une sécurité accrue de la gestion des données privées. Donc, la plateforme BCT automatise la loi 25 avec le BITrust. Le BITrusted est lié à la traçabilité de données. Donc, BCT va limiter l'accès. Donc, on limite l'accès. Je pense que, Hugo, je vais laisser l'expliquer. On cloisonne les informations. On automatise la communication. Donc, ça veut dire que ce qu'on va rajouter sur la plateforme, entre autres, les années passées, la carte numérique citoyenne était utilisée avec les villes, mais les villes exigeaient qu'on mette la date de naissance, encore une fois, avec le nom et le prénom. Encore une fois, je répète, si vous mettez le nom et le prénom et la date de naissance, on peut répliquer un numéro d'assurance sociale, ce qui a quand même beaucoup de valeur dans le marché noir. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on met le minimum d'informations, une photo, un nom, un prénom, puis qu'on est capable de valider juste avec un scanner l'identité, la résidence et l'âge et les informations, mais en limitant l'accès à l'information. On va automatiser les communications, donc on s'assure que nos politiques et conditions d'usage ont déjà été mises à jour, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer les pop-up sur l'application. Donc, on peut, si on demande, si les gens s'inscrivent, je ne sais pas, s'ils désirent s'abonner à un cours, puis que là, ça exige de demander une information nominale, bien, à ce moment-là, on va avoir un pop-up qui va apparaître sur l'application pour dire attends, cette information-là va être utilisée pour telle action. Est-ce que vous voulez l'autoriser? Donc, on va s'assurer de répéter parce que la confiance, ça se bâtit, surtout ce qui touche aux outils numériques. On se rend compte que plus on va communiquer notre gestion éthique aux citoyens, plus on tricote finalement le lien de confiance entre les citoyens et la ville.
En cloisonnant la donnée, on limite l'accès. Puis la traçabilité, c'est que sur l'application, il y a un seul bouton qui permet aux citoyens de voir rapidement quelles données j'avais données, pour quelle raison et qui l'a utilisé dans, dans cette, dans cette raison-là. Et ça, il y a juste le citoyen qui peut accéder à cette information-là parce que la blockchain, encore une fois, c'est non altérable, mais c'est accessible que la personne qui a la clé pour accéder à cette information-là. On s'assure aussi d'anonymiser les résultats. Les plateformes qui intègrent avec nous, disons pour les sondages ou les consultations citoyennes, comme Cocorico, ZenCity ou d'autres, on s'assure que déjà l'anonymisation est faite. Mais comme on a des tableaux de bord qui donnent de plus en plus d'informations riches aux villes, bien, ces tableaux de bord-là, on doit s'assurer que l'information qui va être présentée va être anonymisée, de manière à aider la ville à prendre des décisions sans utiliser la donnée pour des raisons partisanes. C'est ça. Et pour approfondir la notion de limitation et cloisonnement, c'est deux notions qui sont vraiment complémentaires. La limitation, c'est dans la privacy by design qui est si je ne peux pas accéder à la donnée, si je n'ai pas l'accès autorisé, je ne peux pas la faire fuiter. Donc ça, c'est vraiment, on limite le nombre de personnes qui ont accès à cette donnée. Et le cloisonnement correspond à, même si j'ai accès à cette donnée, j'ai accès uniquement à ce dont j'ai besoin. Si j'ai uniquement besoin de vérifier l'âge de mes citoyens qui sont inscrits à un cours de sport, j'ai pas accès à leur adresse physique, leur adresse de maison, par exemple. Donc, c'est vraiment deux concepts qui sont vraiment complémentaires et qu'on met en place dans Bisty et Bitrusted, voilà, pour justement avoir toute une donnée, une gestion de données éthique. Donc, si on voit au niveau de la communication, ce qu'on a commencé à faire qui va apparaître en janvier, c'est d'avoir déjà de démontrer sur l'appareil mobile ou sur le portail citoyen ou le site web, c'est l'accès des droits aux politiques et aux conditions d'usage. Donc, on a révisé les politiques, les termes d'usage et la politique de vie privée. On a aussi accès à qui sont les agents de la ville et de BCity qui sont responsables de l'application de la loi. Donc, on les met de manière très simple, un clic, et souvent, c'est répété sur une bannière grise qui va apparaître à plusieurs endroits, permettant aux citoyens d'être sensibles et de le voir, de toujours répéter et répéter que l'application elle protège et gère de manière éthique la donnée des citoyens. Donc, c'est en le présentant, puis en le montrant, puis en le répétant. Quand je dis le consentement mis en évidence, on parlait de pop-up tantôt, mais si on demande en cours de route une donnée supplémentaire, donc au début, les gens peuvent s'enregistrer en mettant juste leur nom, leur prénom, leur courriel, mais s'ils doivent s'inscrire à un cours de natation, là, on a besoin de leur date de naissance. Donc là, à ce moment-là, on va leur dire, nous demandons cette date-là pour s'assurer que vous êtes éligible à ce cours-là. Donc, on le met en évidence, puis on permet aux citoyens de pouvoir retourner, puis enlever sa permission aussi après. Donc, le consentement est mis, est donné, mais il peut aussi être retiré. La validation de l'identité et de la résidence. Donc, déjà aujourd'hui, depuis 2016, depuis qu'on fait la carte numérique, on a automatisé le plus possible la validation de l'identité et du lieu de résidence. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe, c'est que le citoyen, quand il veut avoir la carte numérique du citoyen, il doit envoyer 2 justificatifs d'identité. Ça peut être une photo de son permis de conduire, une photo de son compte d'Hydro-Québec. Et là, à ce moment-là, ça valide l'identité et la résidence. C'est des liens sécurisés, puis qui sont avec un seul agent nommé à la ville qui accède à cette information-là. Puis une fois que l'information elle est validée, les pièces sont effacées automatiquement. Donc, déjà là, on réduit le nombre de personnes de la ville qui accèdent à cette information-là. Une fois que l'information elle est stockée dans les bases de données, on n'est plus obligé de donner accès à cette information-là. Donc, ce qu'on est en train de finir de développer, c'est le lecteur de code barre, un peu comme un lecteur qui peut être téléchargé sur n'importe quel appareil. Un peu comme dans le temps de la COVID, si vous aviez votre passeport santé, quand vous alliez au restaurant, les restaurants pouvaient utiliser leur téléphone pour lire le code barre. Puis ça donnait l'information
pour vous permettre d'accéder au restaurant. Donc, le lecteur de code barre de Bicity va permettre, disons, à l'étudiant qui est à la mise à l'eau des bateaux, au lieu de demander les cartes de permis de conduire, les cartes de résidence, va juste prendre son téléphone, scanner la carte et accédera pas. Donc, quand on dit un accès limité, il n'aura même pas accès à l'âge, aucune information va être disponible. Il va juste savoir que oui, cette personne-là peut mettre son bateau à l'eau. Même chose avec si je veux m'inscrire à un cours de soccer, je dois avoir un tel âge et tel âge et je dois être résident ou non résident. Donc, je vais juste lire les organismes connexes à la ville qui organisent, mettons, la partie soccer, vont juste lire la carte, ils n'auront pas accès à l'âge. Ils vont juste savoir, oui, cette personne peut accéder au cours. Donc, on enlève complètement, l'accès est vraiment limité. Donc, vous n'avez même plus accès à la date de naissance, mais elle est stockée dans vos bases de données à vous. Les gens peuvent l'utiliser pour accéder au service. C'est bon. Donc, après ça, ben, ce qui est intéressant, c'est que la ville euh, devient un peu le maître d'œuvre des services connexes ou parapublics parce que la carte citoyenne d'une municipalité peut maintenant être utilisée pour un service qui est offert par la MRC, par exemple l'écocentre. Aujourd'hui, je le sais parce que je l'utilise souvent, l'écocentre. Les derniers mois, je l'ai beaucoup utilisé, puis on me demande à chaque fois d'arriver avec mon compte de taxe plus un permis de conduire. Donc, je donne l'information assez sensible. Et qu'est-ce qui me dit que la personne qui est là ne prend pas des photos un peu à la Desjardins de mon permis de conduire pour une revente? Donc, aujourd'hui, avec la carte citoyenne, j'arriverai à l'écocentre avec la carte de la municipalité, puis l'agent peut, juste avec le lecteur de code-barre de Bicity, lire la carte. Et là, ça va juste dire que oui, je suis un résident d'une des municipalités de la MRC, donc j'ai accès à l'écocentre gratuitement. Donc, ça vous donne, c'est un exemple, mais ça ouvre la porte à beaucoup d'applications. Ça fait en sorte que c'est la ville qui gère la carte numérique. Puis la ville est de plus en plus, puis va continuer, c'est un phénomène qui va continuer de s'accélérer, mais la ville est un gouvernement de proximité. Donc, la carte lui permet vraiment de continuer à avoir ce lien de proximité-là avec avec ses citoyens, puis d'être un fédérateur de services avec les partenaires, soit municipaux, soit MRC, soit gouvernemental, ça permet aussi d'être un joueur qui va pouvoir permettre plus tard, cette carte-là va pouvoir être utilisée pour l'accès au transport en commun, les rabais locaux, comme un peu Bromont, ce qu'ils font. Bromont utilise la carte, puis les résidents peuvent avoir des rabais pour accéder au Mont-Soleil de la montagne, mais c'est un organisme privé qui peut finalement lire la carte sans accéder à de l'information. Donc, il va juste, lui, avoir le lecteur de partenaire de la ville. Il va pouvoir lire la carte puis permettre un accès gratuit aux citoyens à la montagne. Donc, on va maintenant présenter un cas d'utilisation. Vraiment concrètement, comment se passe la partie scanner. Donc, on reprend un petit peu l'exemple de l'entrée à l'écocentre. Dans notre cas, ça va être l'entrée à une bibliothèque, où ça va être Jacob, qui est employé de bibliothèque, qui va demander à Alice une preuve de résidence pour justement pouvoir rentrer gratuitement à la bibliothèque. Donc, il y a 5 étapes principales qui sont d'abord, ils vont tous les deux se connecter. Donc, Alice sur son compte Bicity classique, comme elle utilise déjà actuellement, et Jacob sur le scanner, du coup, l'application partenaire, qui se connecte également avec son compte Bicity. Et en tant qu'employé de la bibliothèque, il est enregistré dans ce scanner-là, il a le droit de l'utiliser. Le scanner peut être configuré par un administrateur de la bibliothèque qui configure justement le scanner, quelle information il peut scanner. Ensuite, tout simplement, comme dans le temps de la Covid, Alice va simplement montrer sa carte citoyenne avec juste un QR code ou un code barre, et Jacob va scanner pour avoir cette information-là. Ensuite, Alice va accepter de diffuser son information. Donc là, on retrouve le consentement en évidence qui peut aussi être automatisé. Par exemple, si Alice va tous les jours à la bibliothèque, elle peut dire, bon, pour toutes les fois où je vais à la bibliothèque, s'il souhaite vérifier mon statut de résident, je l'autorise directement. Et enfin, Jacob a le résultat qui sera affiché sur le scanner. Donc, c'est vraiment un cas d'usage très, très simple
Et nous, on apporte toute la partie innovation, c'est justement au niveau de cet échange d'informations. Jacob, il a uniquement l'information du statut de résident qui est configuré, donc c'est même pas lui qui décide quelle information il souhaite voir, c'est vraiment un administrateur qui est nommé. Et Alice partage ainsi ces informations-là avec sans forcément fournir de documents. Elle a juste à montrer ce QR code-là, qui peut d'ailleurs être imprimé si jamais elle ne souhaite pas utiliser son téléphone, ou on a aussi certains citoyens qui sont moins à l'aise avec la technologie. Ils peuvent justement aller en bureau de la ville pour imprimer leur carte citoyen qui pourra ensuite être utilisée parmi tous les services de la ville. Donc pour rentrer un peu plus en détail au niveau de l'architecture, on a en fait, ce qui est important, c'est juste de voir que BitTrusted est au centre des échanges entre les citoyens et tous les demandeurs de badges, qui peut être la ville ou d'autres entités, d'autres acteurs, et les bases de données où sont vraiment stockées l'information. C'est vraiment un relais entre ces personnes-là. Ça permet d'éviter d'avoir de l'information qui circule un petit peu partout, d'avoir des données qui sont ainsi sécurisées et aussi connecter plein de partenaires différents. Et ensuite, on a la partie blockchain qui permet tout le volet traçabilité. Dès qu'il y a un accès à une information, on a cette information-là qui est stockée, donc le registre de notaire qu'expliquait Viviane précédemment. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, comme on l'a vu, parce que c'est juste un scanner, on scanne un code barre et on a immédiatement le résultat. C'est sécurisé parce que chaque fois qu'il y a un accès, on a cette information-là qui est stockée et on ne peut pas la modifier, c'est pas altéré. Je ne peux pas accéder à une donnée sans que ça se voie et le citoyen est informé. Il peut ensuite vérifier toute l'utilisation de ces données et suivre toute l'utilisation, dans quel contexte, pourquoi, quelle information a été utilisée. Et enfin, c'est très évolutif parce qu'on peut connecter beaucoup d'acteurs. On peut l'utiliser dans plein de cas d'usage. Ça peut être scanné justement par des employés municipaux qui vérifient l'accès au lac Gale, par exemple, dans le cas de la ville de Bromont, ou aussi à l'entrée des bibliothèques, parmi d'autres acteurs, plus les entreprises, dans des sociétés de bus, ou encore par les MRC dans les écocentres. Et enfin, on a aussi plein de bases de données. N'importe qui dispose d'informations sur des citoyens peut les mettre à disposition, bien sûr avec tout ce qui est le consentement. Ça peut être des données qui sont stockées chez B-City ou vous, suivant les villes, si vous avez des services qui détiennent de l'information ou n'importe quelle autre personne, par exemple une association qui a des informations et souhaite les mettre à disposition. Donc, il y a de nombreuses applications qui sont possibles. Ça peut être tout ce qui est vérification d'informations, que ce soit le statut de résident, l'âge de la personne, est-ce qu'elle est inscrite à telle activité, donc de la vérification, qui peut ensuite être utilisée dans plein de cas, soit l'accès à la bibliothèque, par exemple, l'accès à des sentiers privés, la montée dans le bus, ou encore des accès à la piscine ou à l'écocentre, ou encore obtenir des différents rabais comme ce qui est déjà mis en place si si le citoyen est résident. Donc, on peut vraiment adapter la tarification également à ce niveau-là en fonction des résultats. Donc, si on reprend les principaux éléments de la loi 25, donc on a tout le volet consentement en évidence, interaction avec le citoyen. On a vu qu'on l'a bien implémenté dans notre solution. On a aussi tout le volet nouveaux droits qui est présenté avec les politiques de confidentialité. Le fait d'avoir tous ces documents-là dans le téléphone au citoyen à portée de main, c'est vraiment important parce qu'il peut consulter et s'auto-former à chaque instant. Il a aussi le droit de retirer son consentement directement intégré dans l'application. Consulter les officiers qui sont nommés par la ville, parce que ça va être eux les responsables de leurs données et du traitement. Donc, via l'application BICity+, il pourra directement communiquer avec eux. Consulter l'ensemble de les données et leur utilisation, ça c'est avec tout le volet traçabilité blockchain. Ça sera directement dans l'application, facilement lisible. Et tout le volet anonymisation aussi sur la blockchain, certaines informations sont tout est protégé et sécurisé. Un citoyen ne peut pas consulter les informations d'un autre citoyen, par exemple. Et on a aussi le volet anonymisation pour les consultations publiques. Voilà, c'est des choses qu'on va affiner petit à petit avec la ville et en fonction de la réglementation qui évolue. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Viviane? Je sais pas si...
Oui, ben, peut-être juste le projet, comme on disait, on vient de recevoir une grosse subvention du gouvernement du Québec. Donc, on réserve la subvention pour les villes du Québec pour l'implantation, l'industrialisation de la blockchain. Donc, ça va permettre, on finalise demain là, tous les termes et conditions, puis ça va permettre aux villes, dès la mi-janvier, je pense la troisième semaine de janvier, d'accéder à une formation un petit peu plus poussée avec des gens, des avocats là, qui vont faire partie de notre groupe. Et donc, on fait avec vous, puis on accompagne sur la production de la cartographie, s'assurer qu'on passe en revue toute l'automatisation des communications sur BCT+. Et on finalise le développement du lecteur de code barre avec les villes. Donc, le gros va être déjà développé, mais on veut valider avant de le mettre en production avec les villes dans le cadre de ce lab numérique-là qui va durer à peu près 3 mois. Et à la fin, vous avez la plateforme BCT avec les éléments de communication. Vous allez avoir le lecteur de code barre qui permet de le transmettre à vos agents qui accèdent à la donnée pour donner accès au service. Et vous allez avoir la blockchain qui va être liée à la nouvelle réglementation qui va sortir en 2024, qui vous permet d'automatiser les volets de traçabilité et de donner accès à vos citoyens à l'information sans avoir à mettre une grosse équipe en place là,